Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven. Bonjour Karine. Et bonjour à tous. Alors, dans cet épisode Analytica numéro 2, on va parler du deuxième arc du film qu'on a découpé en 3 parties. C'est ça, donc on est toujours sur Saga of a Star World, dont le nom français est Galactica, la bataille de l'espace. Cette fois on va parler donc de la deuxième partie, ce qui est à peu près l'équivalent du deuxième épisode de la série. Allez, je vais le redire, la première diffusion à la télé américaine, c'était le 17 septembre 1978, et c'est un épisode, ou dans ce cas un film, qui a été écrit par Glenn A. Larson, le créateur de la série, et qui a été réalisé par Richard A. Colla. C'est ça. Est-ce que t'es prêt ? Moi, je suis prêt. Alors, décollage. Alors, par quoi on commence ? On commence par la scène du traître. La confirmation, en fait, que c'était un traître. On s'en doutait un peu. Oui. Un petit peu, quand même. Ouais. Mais là, ça y est, c'est officiel. Baltar, c'est lui le traître. Et non seulement c'est un traître, il bosse avec les Cylons, puisqu'on le voit, c'est ça en fait qui signifie que c'est un traître, c'est qu'on le voit dans le même plan que des Cylons. On le voit discuter tranquillement avec des Cylons, enfin tranquillement si on veut. Mais c'est surtout le mec, il est implacable. Il a un peu de mal à croire que quelques vaisseaux aient survécu et pu s'enfuir. Et il dit globalement, si vous les trouvez, vous les détruisez tous. Rien à foutre le mec. Aucun survivant. Je trouve ça bizarre d'ailleurs. Je trouve que ça colle pas. En fait, je comprends pas bien le plan de Baltar finalement. On a l'impression qu'il serait content d'être le dernier humain. Ouais, c'est vrai. En même temps, ça se contredit avec quelque chose qu'il dit un peu plus tard. Voilà, exactement. Ouais. C'est pour ça que je trouve ça très bizarre. C'est pour ça que je trouve que le plan est pas clair. Mais c'est peut-être aussi l'écriture du film qui certains passages ont été réécrits et pas d'autres. Du coup, ça peut créer des petites incompréhensions comme ça. Mais enfin, c'est rien de très grave. Je pense que c'est surtout l'important à retenir, c'est que voilà. Baltar est clairement défini, il n'y avait pas de malentendu, il était pas, je sais pas comment dire, il était pas juste con ou naïf, tu vois. Non, c'était un salaud. Maintenant, c'est bien ça. Clair pour les téléspectateurs. Alors, scène suivante. Ouais. Adama veut aller sur la Terre. Ça y est, ils ont trouvé leur destination, donc il annonce tout ça au peuple qui est avec lui, quoi. Ouais. C'est une scène étrange, quand on y réfléchit. En fait, il y a deux choses. D'une part, c'est une scène essentielle pour l'ADN de ce qu'est Battlestar Galactica, puisque c'est le seul élément qui manquait encore, on va dire. On avait quasiment tous les éléments qui construisent le mythe de Battlestar Galactica qui était présent dans la première partie, qu'on a déjà traité. Et le seul petit bout qui manquait encore, c'était ça. C'était où est-ce qu'ils vont ? Ils vont sur Terre. Mais il y a il y a juste une petite chose qui peut être un peu surprenante si on regarde de près la scène, c'est qu'il a l'air d'être le seul à être au courant de l'existence de cette planète légendaire qu'est la Terre. Alors est-ce que ça veut dire que tous les autres pensent que c'est une légende et qu'elle n'existe pas vraiment ? Je sais pas dis-moi comment toi tu comprends la scène, parce que j'ai vraiment l'impression quand je regarde la scène que les autres ne sont même pas au courant que ça existe. En gros, c'est Adama qui leur apprend que c'est une planète légendaire et perdue, et les autres n'ont absolument pas l'air d'avoir déjà entendu ça de toute leur vie. Alors c'est clair qu'ils ont l'air tous étonnés. Moi, je me suis juste dit que tout le monde pensait que c'était une planète inabordable où d'un coup, ça devenait une solution, quoi. Mais que personne n'y avait pensé. Enfin, je me suis pas dit, personne ne l'a... Enfin, est-ce qu'il y en a plusieurs qui l'ont oublié ? Non, je me suis pas dit ça, en fait. Je me suis juste dit que personne n'avait pensé à cette solution. Ouais. Parce que ça n'était pas une solution. Peut-être. Ouais, voilà. Et Adama, il dit, on peut tenter le truc. D'accord. Je l'ai compris un peu dans le sens là. Oui, après,
on sent que c'est une scène, ce qu'on appelle une scène d'exposition, c'est-à-dire que c'est clairement écrit pour raconter des choses aux téléspectateurs qui ne sont pas forcément totalement logiques. Enfin moi, peut-être que je creuse trop aussi dans les détails parce que voilà, c'est assez c'est vraiment simpliste, je trouve. T'as Adama qui a l'air, pour moi, d'être le seul au courant de l'existence de la Terre. Et puis, je crois que c'est Serena, Dr. Queen, qui lui demande « Mais comment s'appelle cette planète et où peut-on la trouver ?» Tu vois, histoire de vraiment appuyer le fait que on va avoir droit à la révélation. Mais cette planète mythique, c'est la Terre. Et ils savent pas où elle est en plus. Alors ils vont fouiller l'espace, quoi. C'est à peu près ça. C'est ce qu'on comprend. Ouais, non, c'est clairement ça. J'imagine dans l'espoir de trouver des indices, hein, parce que sinon, t'imagines, l'espace, c'est pas comme si t'allais, allez, tu prends une direction au pif, tu dis je vais par là, puis on verra bien. C'est au niveau des probabilités, c'est quand même pas fou. Non, c'est clair. En plus, ils sont pas dans une position où ils sont très très à l'aise pour faire ce genre de choses ou envoyer plein d'explorateurs ou je sais pas quoi. Pour moi, ils ont pas beaucoup de chance. Enfin, pour moi, ils ont pas beaucoup d'opportunités, quoi. Il faut pas qu'ils se loupent. Bah c'est ça. Ils ont pas plein de vivres, ils ont pas des années devant eux, ils ont pas, voilà quoi. Bon. Alors admettons. Bon, s'ils s'organisent. Ils peuvent, je sais pas. Et ce qu'on sait, enfin ce que je peux dire moi des coulisses de la création de la saga et des déclarations de Glenn Larson, le créateur de la saga, lui il a été très clair. Dis-nous tout. Bon, c'est très simple, finalement. Lui, il a toujours pensé que le plus intéressant c'était le voyage et pas la destination. Donc tout ça n'est finalement qu'une excuse pour vivre tout un tas d'aventures en fait sur le chemin. Ils vont croiser je ne sais quoi, il va se passer plein de choses. C'est important qu'il y ait un but, on va dire, un but identifié et en même temps extrêmement lointain. Mais c'est surtout pour justifier le fait que chaque épisode, plus ou moins, va maintenant être le théâtre de diverses mésaventures. Voilà. C'était juste pour finir de planter le décor, je dirais, et puis, mais ça reste un objectif lointain. Ouais, c'est ça, c'était pour donner un objectif. Non, c'est cohérent, c'est complètement cohérent. Oui, c'est logique en termes de narration. Et donc, une fois qu'il annonce tout ça aux survivants qui sont là, Starbuck est rentré avec son vaisseau et il a été extrêmement désagréable avec Athéna parce qu'il n'avait pas compris et il n'avait pas conscience de tout ce qui s'était passé puisque toutes les colonies sont détruites. Et du coup, Athéna l'a renvoyé un petit peu, l'a remis à sa place de façon froide. Et là, une scène où Starbuck vient s'excuser auprès d'Athéna pour avoir eu cette mauvaise façon d'approcher les choses, mais en même temps, on peut le comprendre puisqu'il était au courant de rien. Il surprend Athéna en train de se changer dans son vestiaire. Exact. Une scène pas totalement innocente. Pas totalement innocente. Pourquoi ? Pour le vestiaire ? Parce qu'elle est en train de se déshabiller ? Clairement. C'est pas innocent du tout, dans le sens où Maren Jensen, l'interprète d'Athéna, était pas vraiment une actrice confirmée, ni avant ni après ça d'ailleurs, pour être franc, et elle était surtout connue comme modèle, je sais plus comment on dit, mannequin, voilà, merci. Et donc c'est clairement un petit peu une excuse aussi pour profiter de la plastique de l'actrice qui, les rares qui la connaissent, on va dire, sont venus sont probablement venus la voir pour sa plastique. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas complètement innocent. Ceci dit, elle est jolie. Elle est très jolie. Ah oui. Alors, rappelle-moi un truc. Oui. Starbuck est avec Athéna. Alors, ils sont ensemble. Je dirais pas ça.
Ah non? Non, je dirais pas qu'ils sont Bah, ensemble, je dirais que... Non, parce que Starbucks, c'est un grand dragueur, lui, il oui, butine d'accord, à mais on droite et à a... gauche. Ah ouais, tu vois, j'avais cette impression. Ok, bon, moi, dans ma tête, Hmm. il est avec Athéna et ça l'empêche pas de la tromper. Mais alors, c'est ce qu'on pourrait croire. À ce stade, effectivement, si on se réfère à ce qu'on a vu dans la première partie qu'on avait déjà traité, on n'avait aucun élément qui permette d'affirmer ou d'infirmer ce que je viens de dire. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est moi qui ai tiré des conclusions, tu vois, j'ai Hmm. marié les gens avant. D'accord. C'est vrai que quand il se crache dans la première partie, elle est la seule à venir s'inquiéter et à venir se jeter dans ses bras une fois qu'il sort de son vaisseau. Donc on pouvait complètement C'est en ça. déduire. Donc moi, j'ai cru que c'était sa copine, quoi, clairement. Ben, c'est plutôt dans le sens où elle est clairement amoureuse de lui, et lui, bah, on sait pas s'il s'en rend pas compte ou si, oh, je pense qu'il s'en rend compte, mais disons que lui ne la conçoit pas comme une J'ai relation. con- j'ai cru que t'allais dire elle la convoite pas. Ah, mon Dieu. Non. Bon. Mais avant cette scène, en tout cas, il avait pas l'air. Bah, tu me diras, ils ont pas non plus 36 autres scènes ensemble. Mais de ce que j'en sais, en fait, je me rends compte que moi, je me base sur la suite de la série pour expliquer tout ça. Et lui n'a pas l'air follement intéressé par Athéna. Un petit peu quand même, mais peut-être pas autant qu'elle. Et c'est là que Ah. voilà. Et c'est là que la scène est intéressante quelque part parce que lui, il va un peu plus loin. Et d'ailleurs, ouais, je t'ai coupé. On n'a pas expliqué en quoi consistait la totalité de la scène. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai trouvé ça un peu incohérent, Mhm. mais parce que j'avais mal interprété le début. Hein. Alors, D'accord. j'explique. Donc, Athéna est en train d'enlever sa combinaison ultra moulante Oui. de sa belle plastique. Mhm. Et Starbuck arrive dans les vestiaires et Athéna, oh mon Dieu, il va me voir. Et elle se cache derrière la porte. Et sur le coup, je me suis dit, attends, Ah oui. enfin, ils ont l'air d'être ensemble. J'ai conclu qu'ils étaient ensemble. Ok, Mhm. je me suis peut-être trompée. Je pige pas pourquoi elle se cache. Enfin, je sais pas, tu peux te déshabiller devant ton mec, c'est pas trop un problème. Ouais, Bon, je vois. alors je me suis dit, est-ce que c'est pour l'époque ou quoi? Non, j'avais juste mal compris. D'accord. Oh, après, encore une fois, c'est pas complètement faux. Hein. Ça pourrait être lié à la chaîne de télévision qui diffuse et qui aussi, comment dire. Bah, ça aurait pu être une bonne raison de la montrer, mais pas complètement, tu vois. Oui, voilà. Ouais, Un petit ouais. peu sous-entendu, un petit peu derrière la porte. Il s'approche, elle se cache encore plus derrière la porte. Bon, elle aurait pu rentrer dans le casier, mais c'était pas le but du film. Non, ça aurait été bizarre. Et là. Alors, ce qui est marrant, c'est que elle est hyper mal à l'aise. Ouais. Et lui, mais alors il s'en branle, mais complet, et commence son grand laïus en lui expliquant qu'il a réfléchi, qu'il a compris, qu'il est prêt à s'engager, qu'il est prêt... Limite, il va la demander en mariage. Ouais. Et elle lui dit, oh, attends. Alors déjà, elle est absolument pas dans une position où elle peut se défendre parce que, enfin, je dirais pas ça, mais vrai. elle se sent pas attaquée, mais elle est déjà dans une position où elle est mal à l'aise et en Bah plus l'autre il vient rajouter des trucs. Ouais. Elle dit mais moi je suis pas sur la même longueur d'onde que toi là tout de suite. Et en plus vu ce qui se passe autour, vu la fuite qu'on a pris et cette espèce de guerre qu'on subit, cette attaque, j'ai aucune envie d'avoir une relation avec quelqu'un pour qui je vais devoir m'inquiéter tous les jours à savoir s'il va rentrer mort ou vivant, quoi. Ouais, c'est vrai. Ce qui est complètement plausible comme bonne excuse. Allez, on va dire qu'il faut des bonnes excuses pour dire non. C'est très bizarre de gérer les sentiments avec des réponses terre à terre comme ça, mais bon, pourquoi pas, admettons. Et là, Starbuck, en bon mâle alpha, lui dit mais attends, je viens de m'excuser, quoi. Je viens te présenter des excuses. Tu peux plus dire non à tout ce que je vais te demander. C'est assez impressionnant comme position, mais après, faut remettre ça aussi dans son époque. Où moi, là, je le regarde là en 2019 et ça me saute aux yeux, mais peut-être qu'en 78, c'était complètement cohérent ou logique, ou j'en sais rien quoi. Mais
puisqu'il vient faire des excuses et puisqu'il vient se mettre à plat, elle peut plus dire non, quoi. C'est bon, il a fait un effort, à son tour, elle, de faire un effort, quoi. C'est vraiment un espèce de... C'est même pas du donnant-donnant, quoi. C'est bon. Comment elle peut oser dire non, quoi. C'est ça. Enfin, c'est... Voilà, moi, comment je vois la scène, avec mes yeux de chieuse féministe de 2019. N'importe quoi. Et donc, voilà. Donc, Athéna, je l'aime bien, là. Tu vois ? Ah ouais ? Ouais, je l'aime bien. Parce que, ouais, enfin, ça va, c'est pas la plus idiote de toutes les femmes du film. Tiens. On reviendra plus tard sur le Dr. Curie. Ok. Non, je suis pas là pour troller Battlestar, pardon. Et donc voilà, elle repousse gentiment ses avances. Et je pense que, quelque part, elle a peut-être un petit peu raison de le laisser un petit peu dans son coin ou mariner dans son jus, parce que c'est pas non plus le super mec au niveau moral, quoi. Oui, et puis techniquement, elle le sait, et ils se connaissent. Elle le sait. Peut-être aussi qu'elle est attirée par ce qu'on appelle le genre mauvais garçon. Ah, ça c'est très possible, oui. Ah bah oui, sinon c'est qu'elle connaît mal Starbuck. Eh ben oui. Ah oui. Mais tout ça, c'est des extrapolations et c'est pas du tout c'est pas du tout ce qui va être amené dans les scènes suivantes. Non. Dans la scène suivante, quoi, c'est pas bien, j'enchaîne. Alors attends, parce que moi j'ai encore d'autres trucs. Non, t'as pas fini, toi. Tu veux rajouter des trucs. C'est pas grave. Ok. Tu veux qu'on parle de quoi? Eh ben, moi ce que je trouve intéressant. De la matière de la combinaison. Non, je plaisante. Non, il y a plusieurs trucs intéressants dans ce que tu dis, dans le sens où est-ce qu'on peut dire qu'en 78 ça choquait pas? Bon, j'en sais rien évidemment, mais peut-être que les femmes qui ont regardé cette scène en 78 ont pensé la même chose que toi. La grosse différence, j'imagine, c'est qu'en 78 personne ne le disait. C'est peut-être ça qui a beaucoup changé. C'est possible, ouais. Je me dis ça, je sais pas. Hein. Non, l'autre truc dont je voulais parler, c'était que moi je trouve ça intéressant que suite au traumatisme, parce que là, ce qui est bien dans cet épisode, on va un petit peu découvrir les personnages, on va un peu approfondir les personnages. On n'a pas eu le temps dans la première partie, on était dans l'action, c'est normal, il fallait mettre le truc en place. Ici, donc rappelons le traumatisme quand même. Athéna vient de perdre sa mère. Et son frère. Petit frère, grand frère, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, le plus petit des deux frères. Oui, tout à fait. Voilà. Exactement. Elle a un peu le droit d'être bouleversée. Elle a un peu le droit de dire « Oh, tu me lâches ». Mais clairement. Et moi, ce que je trouve marrant, c'est la différence de réaction. C'est-à-dire Starbuck, qui est le grand dragueur qui va tout le temps à droite et à gauche, suite à ce trauma, il a envie de se poser. Et elle, qui était très 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 attirée par Starbuck jusque-là, bon effectivement, suite à ce qu'elle vient de vivre, qui est quand même pas léger, là elle lui dit attends, là c'est pas le moment. Et puis en plus, tu t'es un peu trop comme mon frère que je viens juste de perdre, donc non. Juste non, là c'est ni le moment ni la bonne occasion, je sais pas comment dire. Enfin voilà, c'est. Elle a probablement envie d'être rassurée et réconfortée et pas du tout de se rajouter de l'angoisse, quoi. Ben voilà, c'est ça. Bon, Starbuck, lui, de toute façon, l'empathie et tout ça, pas trop certain que ce soit son truc. C'est vrai que c'est peut-être pas sa plus grande qualité, exact. Disons que je pense qu'il faut lui expliquer avant. Ah, ça c'est possible, oui, parce qu'il est pas con, hein, mais. Bah oui, donc c'est pour ça je pense que la scène qu'on a vue dans la première partie où Athéna le remet en place, c'est là qu'il percute en fait. C'est peut-être un gars qui percute pas tout du premier coup. C'est vrai. Au niveau relation humaine, je parle, hein, parce que sinon c'est un très bon soldat. Oui. Un peu. Comment dire? Borderline. Ouais, borderline, pourquoi pas. Ouais, c'est pas le plus discipliné, mais c'est un bon soldat. Voilà, il fait bien son boulot. Un peu casse-cou, un peu kamikaze, ouais. C'est ça. Voilà. Et voilà, la dernière chose que je voulais dire à propos de toute cette scène, c'est que si toute la scène dont on vient de discuter ne vous dit absolument rien du tout, alors que vous avez regardé le film,
c'est normal, ça peut être normal. Merde. Ah merde, il y en a qui le verront pas, en fait. Ça dépend de la version qu'ils regardent. Et oui, c'est ça. Cette scène, en fait, ne figure pas du tout sur la version Blu-ray, sur la version film, on va dire. Alors que sur la version DVD, qui correspond plus au remontage pour la télévision, et ben voilà, cette scène y est. Et ouais, elle n'est absolument nulle part dans la version cinéma. Et c'est dommage, je trouve, parce qu'elle est intéressante. Et puis, c'est probablement... allez, je vais me lancer dans un truc, mais c'est probablement l'une des meilleures scènes d'Athéna de toute la série. Oh merde. Ouais, c'est moche. Ben, j'en reparlerai pour d'autres persos après, mais globalement, pour faire simple, Maren Jensen, donc, qui n'était pas vraiment actrice, hein, qui était plus mannequin, eh bien, son rôle, comment dire, a été largement diminué par rapport à ce qui était en projet au départ, parce qu'elle c'était pas une super actrice, quoi. Elle était pas top. Ouais, et donc son rôle va s'atténuer progressivement au fur et à mesure de la série elle va jamais servir à grand chose. Elle va jamais trop être utilisée au final, quoi. Et franchement, c'est une de ses plus longues et meilleures scènes. Ça, c'est clair. D'accord. Je pense. Parce que, rappelons que moi, je n'ai pas vu la suite. Je commence Battlestar par le début. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. C'est pour discuter de ce que je viens juste de voir, donc l'épisode dont on parle. Alors que toi, tu as déjà tout vu, tout analysé, tout décortiqué, tout noté. C'est un malade. Si, tu es un grand malade. Merci. Je t'en prie, c'est un plaisir. Et donc, moi, je découvre au fur et à mesure. D'où, c'est vrai. Parfois, je mélange un petit peu les choses. Mais... Bon, on en rediscutera, en tout cas, tu verras. Elle aura quelques autres scènes ici et là, mais je peux même te dire qu'elle disparaît totalement à la fin de la série. Mais tu vas pas me spoiler le truc. Mais c'est pas un spoiler, je dis juste qu'elle est même plus là. Je dis pas ce qui lui arrive. Si, quand même. Moi, je pensais qu'ils allaient se marier, qu'ils auraient des enfants. Ah, mais il se pourrait que ça arrive. Tais-toi, je veux rien savoir. Tu te tais. Ok. Mais je dis juste qu'on la verra plus, qu'elle est coupée au montage. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui lui arrive dans la série. Hein. D'accord. Bon. Tant pis alors. Bon, bref. Allez, tais-toi. ne m'en dis pas plus sur la suite. Je t'en prie, continue. Introduisons plutôt Cassiopée. Ouais. Alors, je te laisse l'introduire, s'il te plaît. Ok, tu fait beaucoup mieux que moi. D'accord. Alors 2 mots sur le contexte. Les pilotes, en gros, sont assignés à la vérification des différents vaisseaux qui composent la flotte. On voit qu'ils cherchent des fuites, on voit qu'ils vont un peu checker les survivants. Et puis, dans un vaisseau où il y a plein de survivants, on leur réclame de l'eau, on leur réclame de la bouffe, on apprend que ça fait 2 jours que l'attaque des Cylons a eu lieu, ça nous donne un petit repère temporel, et puis il y a un couple de personnes âgées dont on ne comprend pas la langue, ce sont des personnes qui viennent de Gemenon, et la seule qui est capable de traduire, puisqu'il y a Boomer qui pourrait, mais il est occupé, la seule qui est là, qui pourrait traduire, qui se propose pour traduire, c'est Cassiopée. Qu'on découvre et on a à peine le temps de la découvrir qu'elle se fait insulter par d'autres réfugiés et sur le coup on comprend absolument pas ce qui se passe. En plus, bon, Cassiopée est blessée et ils vont la mettre. Elle a le bras cassé. Ouais, elle a le bras cassé. Donc ils l'emmènent avec eux pour la soigner. Voilà, Cassiopée, c'est une grande blonde avec une belle robe rouge en forme de... Une espèce de robe rouge avec des ailes de papillon. Enfin, Ah ouais. Bref, oui. Je vois ça comme ça. D'accord. Et elle sort... elle ressort bien parmi tous les réfugiés. Ouais. Elle est vraiment... Bon, à mon avis, fait exprès. Oui, c'est bien mis en scène, hein. C'est une question d'éclairage, de maquillage, et puis elle a sa belle chevelure blonde. Elle est très couverte au début, elle se cache, et puis quand elle se découvre, on voit effectivement la robe, les beaux cheveux. Il y a un bel exercice de mise en scène pour la mettre en valeur. Donc elle souffre du bras. Ouais. Et là, il y a... Qui est-ce qui vient ? C'est Starbuck. C'est Starbuck qui va s'occuper d'elle, évidemment.
Bah oui. Évidemment, bien sûr, et qui lui demande qui es-tu et pourquoi est-ce qu'ils t'en veulent. Et qui va saisir tout ça dans le Langatron, qui est en gros un appareil qu'on verra. Enfin, c'est un accessoire qu'on verra que dans ce film, et je sais pas du tout à quoi sert vraiment ce truc finalement, parce que je crois que plus tard, vers la fin, ça servira de traducteur. Ici, il rentre le nom, et un peu plus tard aussi, quand il va parler à Boxy, il va, ouais, tu me diras là, il fait semblant de l'utiliser. Bon, enfin bref, voilà, l'usage précis de ce truc n'est pas clair du tout. Bon, ça n'est pas très important non plus. C'est peut-être quelque chose qui fait tout. Peut-être bien, en fait, oui. Oui, c'est vrai. Ça peut faire tout, au final. Et donc, c'est là qu'on apprend la profession de Cassiopée. Ouais. Qui je te l'avoue, si tu me l'avais pas expliqué, je n'aurais pas compris. Alors, c'est pas évident. Non. C'est pas évident du tout, et j'ai même un peu plus poussé mes recherches depuis la dernière fois qu'on en a discuté. Donc, c'est officiellement une socialisatrice, un socialator, comme c'est dit dans la version originale. Donc, c'est plutôt bien traduit. Sauf que c'est un mot qui n'existe pas, et donc la compréhension de ce mot est laissée un peu à la libre interprétation des téléspectateurs. On voit qu'elle est sur la défensive, en fait. Moi, ce que je trouve intéressant dans la scène, c'est ça. C'est que quand elle le dit à Starbuck, tout de suite, elle dit oui, mais c'est une profession très honorable depuis 4000 ans, machin. Et Starbuck, il dit oui, c'est bon, ok, j'ai rien dit. Il n'y a pas de problème. Et on se demande, en fait, pourquoi cette profession a l'air de poser problème. Moi, c'est ça qui m'a inquiétée. Alors, en premier, je me suis dit... est-ce que c'est une religion différente? Est-ce que c'est un truc, une secte, je sais pas quoi? Parce qu'en plus, on voit les anciens qui sont derrière, les autres réfugiés, avoir envie de la bannir, quoi. Oui, tout à fait. Et puis elle explique d'autres rituels, d'autres personnes. J'ai cru au départ que c'était une religion différente. Or, c'est pas du tout le cas. Alors, il y a un petit contexte religieux, mais c'est vrai que ça s'arrête pas là, en fait. C'est plus apparemment c'est sur le plan sexuel qu'il y a un problème, puisque oui, il y a ces gens de la secte Otori qui la détestent apparemment, et elle explique que ceux de la secte Otori, eux, ne croient en l'union d'un homme et d'une femme qu'une fois tous les 7 ans. Ce qui fait d'elle, effectivement, à leurs yeux, elle est, je sais pas, une pécheresse probablement, ou quelque chose comme ça. Donc il y a quand même un contexte religieux assez fort. Mais tout ça, ouais, tout ça sera jamais vraiment clairement expliqué. D'une manière générale, tout le monde en a toujours déduit que c'était une prostituée. Et il semblerait que ce soit une conclusion un peu hâtive, et que ce que Glenn Larson voulait faire de ce personnage, parce qu'il l'avait clairement dit, hein, il voulait avoir quelque chose d'un peu plus élaboré, d'un peu plus recherché, et il semblerait que ce qu'il voulait en faire, c'était plutôt une courtisane, en fait. Donc quelqu'un d'extrêmement cultivé, quelqu'un de... je sais pas comment dire, quelqu'un, oui, comme une geisha, une courtisane, quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que tout ça ne sera jamais expliqué dans la série, et qu'au final, je pense que l'écrasante majorité des téléspectateurs en resteront à ah bon, c'est une prostituée. D'accord. Ce qui est un peu dommage. Et ce qui n'est pas pour déplaire à Starbuck d'ailleurs. Hein. Alors. Oui et non. Disons, lui, il s'en fout. J'ai l'impression. Et non, mais c'est vrai. Ouais, elle est mignonne, c'est bon, ça y est. Voilà, c'est ça qui l'intéresse. Mais quelle image on donne de Starbuck, quoi. C'est un héros en plus. Ouais, c'est un héros, c'est un dragueur. Hein. Je veux dire, ça fait partie de l'ADN de Starbuck. Et il y a quand même ce dialogue un peu surprenant où elle a l'air. Bon, c'est un peu plus tard, mais on va rester sur Cassiopée, puisqu'il l'emmène chez le docteur. Son bras est guéri. Et puis elle est censée retourner dans ce même vaisseau avec les autres réfugiés, et ça l'inquiète, puisqu'elle sait qu'elle va pas être forcément bien traitée.
Et Starbuck lui dit mais je peux peut-être essayer de voir pour te trouver de la place autre part. Et puis elle lui dit oui mais non, mais c'est quoi, c'est parce que je suis une socialisatrice. Et puis là il y a ce petit dialogue qui est bien écrit, je trouve, hein. Puisque qui est très ironique, puisqu'ils disent le contraire de ce qu'ils veulent vraiment dire. C'est ça, oui. Starbucks s'en défend. Il dit non, pas du tout. C'est pas personnel, il dit. Donc voilà, hein, c'est humain, c'est son âme d'humain. C'est ça. Et elle répond un truc un peu plus élaboré, mais en gros qui veut dire ah, dommage. Ouais, c'est assez surprenant, hein, quand même. Ouais, dommage, tu manques un bon coup ou une bonne affaire. Un truc comme ça, oui. Un truc comme ça. Oui, c'est un truc comme ça. C'est assez surprenant. Mais disons, ce que je trouve d'intéressant dans la scène, c'est que Starbuck lui dit clairement qu'il s'intéresse, tout en disant le contraire, on est d'accord, hein, mais il lui dit qu'il s'intéresse à elle et pas à son statut de socialisatrice. Donc c'est plutôt, ça me paraît plutôt positif. Ok. Non? Ça n'a pas l'air. Non, mais... possible. D'accord. Pas convaincu. Voilà. Ok. Je sais pas. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, juste une dernière chose, c'est que quand elle explique à Starbuck cette histoire de comment que les hommes et les femmes ne s'unissent qu'une fois tous les 7 ans, la réflexion de Starbuck, là je reviens un peu en arrière, la réflexion de Starbuck, c'est de dire c'est pour ça ils sont malheureux en amour mais chanceux au jeu. Et en fait ça fait référence à une scène qui a été coupée dans la première partie au tout début du téléfilm où on voyait en fait Starbuck jouer aux cartes donc aux pyramides avec d'autres pilotes de Gemenon et puis miser très gros et perdre parce que Starbuck est un très 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 bon joueur de pyramide. Voilà, donc c'est une référence à une scène coupée en fait qu'on peut pas comprendre si on n'a pas vu la scène coupée. Toi, t'as vu toutes les scènes coupées? Oui. Ah, ok. Voilà. Je te laisse continuer. Ah, d'accord. Alors, pas de problème. Après, on va passer sur Apollo. Apollo qui, d'une part, qui est interpellé par cette histoire de vivres qui ont l'air de manquer. En plus, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des politiques qui, eux, n'en manqueraient pas de vivres. Donc, il décide d'aller inspecter le Rising Star et il va être interrompu par Serena. C'est ça. Dr. Quinn. Et qu'est-ce qu'elle veut, Serena? Qu'est-ce qu'elle lui veut à Apollo, Serena? Dis-moi tout. Elle veut de l'aide. Parce qu'elle est perdue. Oui. Et par contre, lui, Apollo, est quelqu'un de très empathique. Ouais. Vraiment à l'opposé de Starbuck. Très empathique, très, très droit, très serviable. Enfin voilà. Et donc, Serena va le voir et lui dit « Il faut que vous m'aidiez. Mon petit garçon n'a pas dormi et n'a pas mangé depuis 2 jours. Seul vous pouvez l'aider à aller mieux. » Ok. Admettons. Moi, je pense qu'elle a une idée derrière la tête. Ah ouais, sérieux, toi, tu lis la scène comme ça, déjà à ce moment-là. Ce qui me paraît pas impossible du tout, hein. Non, je sais pas. Je sais pas. Je dis ça parce qu'en fait, du coup, je l'ai vu une 2e fois cette partie, donc je sais. Ouais. Je savais comment ça allait être amené par la suite. Ouais. Mais non, sur le coup, je me dis, le mec, il a autre chose à faire, quoi. À ce moment-là, c'est vrai. c'est ça que je pense en premier. Oui, d'accord. Mais lui, en bon samaritain, il y va et il va voir ce qu'il y a. Et je suis sûre que vous saurez parler à mon fils. Il commence à parler et il lui dit oui, j'ai un petit frère. Il dit pas ça à l'imparfait. Il dit j'ai un petit frère. En tout cas dans la traduction française. Ouais. Parce que après, elle fera la boulette en disant... en parlant de son frère, et c'est là qu'il lui dit qu'il vient de mourir, et il fait « Oh, je suis désolée. » Voilà. Comme ça, il rappelle que le petit frère est mort, qu'elle, elle le sait. Enfin, voilà, c'est introduit comme ça. Donc, il parle au petit garçon qui s'appelle Boxey.
Boxy. Ouais, Boxy. Ouais. Boxy, tu dis Boxy. Oui. Et qui a vraiment besoin d'être réconforté. Mm-hmm. Alors un petit garçon qui malheureusement joue extrêmement mal. C'est clair. C'est clair, c'est qui difficile. a plus l'air apathique qu'autre chose. Mm-hmm. Mais bon, il est très très malheureux parce qu'il a perdu son chien. Ouais. Enfin, son chien. Il n'y a pas de chien. Oui. Alors, on ne doit pas dire le mot chien dans Battlestar. Parce qu'il y a un vocabulaire précis pour cette série. Non, donc, c'est un Daggit. C'est un Daggit. Mais je peux pas t'en vouloir. Dans la VF, ils disent jamais Daggit. Ils disent chien, en fait, ces enfoirés qui se sont occupés de la traduction. C'était une très bonne façon d'introduire ce vocabulaire. Et tu vois, je m'en souvenais. Mm-hmm. Mais toi, t'es fort en vocabulaire de Battlestar. Moi, je retiens toutes ces conneries, clairement. Ouais, voilà. Moi, je découvre j'ai découvert ça. J'ai découvert aussi le vocabulaire du temps. Ah, ça c'est pas mal aussi. On en parlera, mais c'est un sujet qui est complexe parce que quand ils disent centon, micron, tout ça, on n'est jamais sûr de ce qu'ils veulent vraiment dire. C'est ça. Mais alors, sois rassuré, c'est le cas de tout le monde. Hein. Tout le monde a été un peu perdu par ces trucs-là. Et en plus, entre ce qui est dans le téléfilm et ce qui est dans le reste de la série, ça se contredit des fois à ce niveau-là. Donc vraiment, sois rassuré sur ce plan-là. Après, peut-être que quand ils ont sorti le premier film, ils se sont jamais dit qu'il y aurait des gens plus tard, 20 ou 40 ans plus tard, qui allaient creuser ça, quoi. C'est sûr. Non, 20. 40 ans, c'est sûr, on a 40. Ouais, 40. Ouais. Bah oui, ils ont dit, c'est bon, on laisse. Personne n'ira chercher un truc pareil, quoi. Bah ouais. Donc le petit garçon, il est allongé sur des fauteuils. Alors, remettons la scène, le décor. Mm-hmm. On dirait qu'ils ont utilisé un intérieur d'avion, puisque c'est un peu des... Non, tu trouves pas ? Ah, j'en sais pas, ça m'a pas du tout marqué. On dirait des sièges d'avion, en fait. Ok. Ils sont deux par deux où il y a des sièges de 3, voilà, donc les gens sont tous plus ou moins assis comme ça. Il y a d'autres parents qui ont aussi des enfants à consoler. Ouais. Mais elle est seule. C'est une femme seule, sans homme pour la sauver, pour la protéger. Donc elle a besoin d'un... Pardon. Non. Non, mais c'est ce que elle a besoin d'un soldat qui viendra réconforter son fils. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'elle fait appel à lui. J'exagère quand je prends l'autre voix. Mais il est fort, hein. Donc, il s'approche du petit garçon. Il écarte en passant ces magnifiques décors de plastique bulle qui font très science-fiction. J'ai pas du tout fait attention à ça. C'est vrai, il y a du gros plastique avec grosses bulles. Hein. Ouais. Okay. Et je t'en avais pas déjà parlé et t'as pas été vérifié. Si, en plus, et j'ai pas. C'est drôle, ça. Comme quoi, vraiment, j'y fais vraiment pas attention. Mais ouais, ok. Probablement des sièges en velours bleu et gris avec des minuscules petits carreaux. Enfin bref, bon. Pourquoi j'ai fait attention à ça, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Il lui explique qu'il a besoin d'un nouveau pilote, qui recherche et qui recrute des nouveaux pilotes. Et là, il sort son machin noir, là. Comment t'as dit que ça s'appelait ? Le Langatron. Voilà. Ok. Il sort ça et il pianote dessus pour faire un peu confirmation de ce qu'il est en train de dire. Donc, il est en train de clairement mentir à un enfant. Il raconte un enfant quoi. Naïf. Ouais, mais attends. Non, je sais, j'exagère. T'exagères, parce que moi, mais je trouve bien sûr que j'exagère. C'est génial ce qu'il fait. Il assure, je trouve. Mais c'est mignon, c'est super mignon. Et n'importe quelle femme pourrait craquer en disant oh, c'est le père de remplacement idéal. Regarde, il prend du temps pour réconforter mon enfant. Et il a comme un micro-sourire, l'enfant. Hein. Donc, il insiste, il voit qu'il tient quelque chose et il insiste sur cette idée en disant oui, il faut que tu ailles mieux pour pouvoir devenir un soldat comme moi. C'est pas le mot, hein, soldat, c'est pas le bon mot. Hein. Tu me diras après. Il dit pas guerrier. Ouais, je sais plus. Bon. J'ai pas bien la VF en tête. On comprend l'idée. Ouais. Et il lui fait même l'extrême honneur de lui offrir son étoile, parce qu'il a 2 étoiles sur le col. Hein. Ouais.
Donc il en garde une et il lui en offre une qui pose sur son petit pull, son truc là. Et le gamin, il a un début de sourire. Normalement, ça va aller mieux. Et là, bam, il lui lance « Moi, ce que je veux, c'est mon chien. » L'ingratitude des enfants, dans toute la splendeur de l'enfant. Ah ben, et il va en remettre une couche d'ailleurs un peu plus tard, hein, niveau ingratitude, le gamin. Ah ouais, non mais il est parfait, c'est un enfant. Là, on l'a bien, on tient bien le sale gosse. Okay. Mais c'est pas un sale gosse, c'est juste un petit garçon. Oui. Tu lui donnes quel âge, toi? Moi, je sais pas, je lui donne 7, 8, 9 ans. C'est quelque chose dans ces eaux-là. Je me souviens plus. Je crois que l'acteur avait, si je dis pas de bêtises, 6 ans quand il a tourné. Je crois que c'est 6 ans. C'est ça. C'est PCE1, CE2. Bon, il fait ce qu'il peut, quoi. Ok, dans l'espace. Non, mais après, tu vois, moi, j'excuse complètement un petit garçon qui joue mal dans un film parce que je dirais quelque part que c'est pas de leur faute. Ils sont normalement un petit peu guidés, et ben peut-être qu'on lui a juste dit tu t'assois là et tu fais semblant d'être malade. C'est pas évident pour un gamin, quoi. Ça demande un travail et on lui a peut-être juste pas appris à le faire ou on l'a peut-être mal dirigé. Donc voilà, donc le petit garçon est pas au top mais je lui pardonne. Ouais. Apollo est parfait, hein, de toute façon, dans son rôle parfait. Serena aussi, nickel. Oui. Et le gamin est pas top, et il faut dire qu'il est servi par une voix française particulièrement immonde, qui le rend encore plus débile qu'il en a l'air déjà de base, quoi. Je crois que à peu près pas toutes, mais presque toutes les voix françaises sont vraiment particulières. On en a déjà parlé dans l'épisode précédent. Voilà. Donc il lui dit, c'est promis, si je trouve un chien, Daggit, il est pour toi. Ouais. Et là, il dit, il n'y a pas de chien sur le vaisseau. Oui, c'est vrai, il a déjà vérifié. Ben oui. C'est pour ça qu'il fait la grève de la faim. Mais Apollo, je pense qu'il a une idée en tête. Ah, c'est un malin. Suspense. Voilà. Et il lui dit, si j'en trouve un, promis, il est pour toi. Et il va la tenir, sa promesse. Mais oui, le petit garçon, il sourit un peu. Ça a l'air d'aller mieux. En tout cas, Serena, elle est contente. Elle, par contre, elle est réconfortée, quoi. Hein. C'est vrai. Il n'y a pas de souci. Hein. Elle est... Wouh. Oui, c'est vrai. Ah bah oui. Ah oui, complètement. Non, mais ça se voit dans la scène qui suit. La façon dont elle dévisage Apollo quand elle le ramène à l'ascenseur, c'est bon. On voit très bien vers quoi. Ouais. vers quoi ça va aller. Et donc et plus tard Apollo va revenir donc dans le même décor, dans la même situation, le chercher et tenir sa promesse. Oui, parce qu'il a un robot Daggit. Alors c'est pas un vrai Daggit, chien. C'est un robot Daggit, mais ça fait quand même l'affaire. Bon, le gamin, en bon petit gamin ingrat, il fait bien remarquer que c'est pas un vrai chien. Ouais, c'est ça. Alors après, tu sais, c'est voilà, quand t'offres un cadeau à des gamins, des fois, il faut leur expliquer que le cadeau, il est bien. C'est horrible, t'es obligé de vendre ton truc. Normalement, tu donnes un cadeau au gosse, le gosse, il est content. Non, souvent, il faut lui expliquer que c'est bien pour lui, quoi. C'est vrai. Quelle horreur. Les enfants. Et donc, finalement, il est quand même... il se laisse attendrir par le petit robot quand il commence à voir qu'il a des réactions un petit peu plus animales, quoi. Ouais. Et puis surtout, il le responsabilise, c'est-à-dire le Dr Wilker qui a construit ce robot Daggit, qu'il a appelé Muffit 2, puisque le Daggit original de Boxy, celui qui est mort sur Caprica, s'appelait Muffit. Il lui explique que il va pouvoir l'éduquer en fait, qu'il va pouvoir vraiment le modeler, lui apprendre plein de choses. Et moi, je trouve ça pas mal parce qu'il responsabilise le gamin. En lui disant maintenant il est à toi et il va apprendre grâce à toi et il va obéir, mais en gros il va obéir mais ça va dépendre de toi et là le gamin change complètement d'attitude et globalement il adopte le Daggit. Ouais ça tout de suite ils partent jouer un petit peu plus loin. Ils sont ça y est quoi, ils forment un couple de chiens et enfants, c'est parfait.
Mhm. Mais ils font un peu trop de bruit. Ah. Parce qu'ils... Bah si. Parce que Serena, elle est aux anges. Oui. Apollo, lui, il est super content d'avoir résolu un problème. Il assure, à mort. Voilà, une petite bataille, comme il dit, puisqu'il a perdu une grande bataille et qu'il n'y a pas de mal à gagner des petites batailles. Et ça, c'était une petite bataille. Quel homme. Il le dit, hein. Je sais qu'il... il le dit, mais c'est très amusant parce que cette phrase est totalement différente en VO, en fait. Ah, d'accord. Dans le sens où, j'espère que je dis pas de bêtises, mais en VO, et ça m'a fait tiquer quand je l'ai revu en VF. En VO, il parle pas du tout de bataille, en fait. Il parle de frères. C'est-à-dire, c'est dans le dialogue où il dit à Serena qu'il a perdu son frère et que là, il traite Boxy comme un petit frère. Et c'est Serena... Effectivement, ça n'a plus le même sens. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil, ouais. Et elle lui répond, et c'est pas juste quelque chose. Enfin, je crois qu'elle dit quelque chose comme c'est pas juste un petit frère. Voilà. Et c'est marrant, hein, qu'ils aient changé ça par bataille. Ça donne un sens totalement différent dans la VF, mais qui est pas non plus une trahison complète. Hein, mais c'est surprenant comme adaptation. Et voilà, et donc Apollo est sous le charme de Serena et il s'approche pour l'embrasser. On a vraiment cette scène qu'on retrouve dans les vieux films, tu sais, ou dans les films romantiques. Ils vont s'embrasser et là, bam, il se passe un truc qui les déconcentre ou qui les empêche. Et ben, c'est le gamin qui fait trop de bruit avec son daguit. Eh ben oui. Ben voilà, il casse le cou. Merci. Voilà. Mais c'est pas grave parce que quand même, après, il rigole. Enfin bref. L'amour. Bah oui, l'amour naissant, c'est beau. C'est mignon. Mm-hmm. Et voilà. Et je crois qu'il se frotte le front. Oui, je l'aurais pas dit comme ça, mais oui. C'est bien dit. C'est une belle description de la scène. Oui, okay. Dans mon souvenir... Non, mais c'est vrai. Non, enfin voilà, ils se font un câlin, ils s'embrassent pas, mais à la limite... ça aurait rien changé. Enfin bref, on s'en fout de toute façon. On est venu pour voir des vaisseaux spatiaux attaquer des méchants, quoi. Donc l'histoire d'amour, c'est pas qu'elle a rien à faire là, hein, pas du tout. Il faut bien quand même mettre en place les personnages. Mais je m'en fous un peu en fait. C'est vrai, ça marche pas. Si, voilà, c'est là, quoi. Ouais, mais c'est un peu trop téléphoné, quoi. C'est pas ce que je recherche quand je vais voir un truc de SF, donc c'est là, c'est bien, quoi. Mais bon, la suite, quoi. Ok, ouais, non mais je vois ce que tu veux dire. L'une des problématiques qu'ils avaient à cette époque-là, c'est que mis à part Star Wars, qui avait cartonné une année avant, ils sont quand même encore pas trop sûrs que tout le monde est soudainement devenu fan de science-fiction. Donc avec Battlestar Galactica, ils essayent de réunir un maximum de public. Et ils grattent partout. Ouais. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour que tu puisses introduire ça. C'était exprès. Ok. Je t'en prie. Mais... C'est vrai, c'est pour ça qu'il y a ça, c'est pour ça qu'il y a ces romances qui sont un peu ce passage obligé entre le beau Apollo, l'homme droit, et puis la belle Serena, hein, que beaucoup de téléspectateurs sont venus voir, évidemment. Parce que Jane Seymour à l'époque, hein, c'est un sexe symbole. Oui, puisqu'on l'avait déjà dit, elle avait tourné dans un James Bond. Ouais. Donc voilà. Tout ça est un peu téléphoné. Moi, je suis entièrement ok avec ça. Ouais, mais ça fait partie de l'époque. Il y a rien de choquant là-dedans, quoi. C'est marrant à regarder là avec nos yeux de 2019, mais bon, on pourrait peut-être en m'écoutant avoir l'impression que je me moque, mais non, c'est pas le cas. C'est juste que ça vieillit forcément. C'est ça. Et du coup, on peut pas se mettre à la place de nous petits qui auraient regardé ça, quoi. On aurait peut-être vu le truc autrement, quoi. Ouais, je pense. Comme beaucoup de vieux films que j'ai adoré petite et que quand je regarde là maintenant, je fais oh mon Dieu, oh mon Dieu, j'ai adoré ce film, c'est pas possible. Tu te souviens, je t'ai dit.
regarde ce film, il est génial. Oui. Je l'ai regardé quand j'avais 14 ou 15 ans et je l'ai adoré. Et on l'a regardé et c'était... c'était... Effectivement, c'était horrible. Pour ceux qui se demandent, c'était Nell, le film. Enfin, bref. Ouais, Nell, avec Jodie Foster, ouais. Je l'avais jamais vu sous cet angle, mais jamais. Tu m'as cassé mon souvenir d'enfance, d'adolescente. C'est de ma faute. Ouais, complètement. Mais par contre, c'est pas moi qui ai poussé pour le regarder. Bref. Mais bref, donc, les réfugiés ont faim. On en était à là. C'est ça. Le sieur Yuri, on découvre qu'il garde toutes les vivres pour lui dans l'espèce d'orgie romaine. Je pense qu'on peut continuer un peu dans les références romaines, c'en est clairement une. L'orgie romaine qu'il organise dans ses quartiers. Ouais, ça va bien avec la cape, mais c'est ça en plus, on voit les filles qui sont un peu à ses pieds, avec ce vieux monsieur qui donne même pas envie, quoi. Enfin, mais non, mais c'est vrai, il a pas une plastique spécialement agréable. Non. Il a l'air de se comporter comme un goujat. Il est méprisant avec les autres. Bon, voilà. Mais il a à manger. Ouais, je pense que ça doit attirer aussi pas mal de foule. C'est ça, il a à manger, c'est un membre du Quorum des 12 aussi, donc il a une espèce de pouvoir. Ouais. Et il le dit à Apollo, je crois, quasiment dès le départ, il se présente tout de suite, il dit je m'appelle Yuri, comme ça vous saurez d'où le couperet est tombé. Oui, alors attends, on a oublié d'expliquer quelque chose. C'est comment est-ce qu'il arrive à ce face-à-face. Ouais. C'est important, parce que tout le monde se doute qu'il y a des vivres aux étages supérieurs, mais c'est qu'une rumeur. Et donc Apollo veut en avoir le cœur net. Avec son collègue, ils y vont, et il force la porte, parce que Yuri, lui, il est enfermé à l'intérieur d'une grande salle avec ses femmes et ses servants, je sais pas, enfin voilà, comme tu dis, orgie romaine, et il force la porte, Apollo, pour rentrer. Et Yuri apprécie pas du tout. Mais oui, c'est ça. Et Apollo le prend de front en lui expliquant qu'il va falloir qu'il partage et qu'il la ferme. C'est là qu'il lui dit « Je te laisse continuer, vous saurez d'où tombe le couperet. » Ouais. Et j'adore la façon dont Apollo va le sécher complètement, Apollo essaie de le prendre par les sentiments. Il lui dit je suis pas sûr que votre femme apprécierait beaucoup ce qui se passe ici. D'ailleurs, je la vois pas. Et l'autre, il répond, oui, malheureusement, elle a pas pu se joindre à nous. Et là, t'as Apollo. Elle est morte, quoi. Elle est morte, a priori, ouais. Elle est restée. Alors, je sais pas sur quelle planète, d'ailleurs, sur quelle colonie, ça c'est pas précisé, mais bon. On s'en fout, elle est morte, quoi. Ouais, voilà. Elle est clairement morte. Et là, t'as Apollo, mais qui le sèche complètement, qui lui dit, je suis sûr que votre femme apprécierait la longueur de votre période de deuil. Allez, boomer, on emmène la bouffe. Oui, c'est vrai en plus. Non, mais c'est trop bon. Moi, j'adore cette scène. Ce qui va établir le sieur Yuri comme un peu le méchant. Ça va être un peu le premier méchant de la série, le premier antagoniste. Un connard, quoi. Un gros connard, effectivement. C'est ça. Et on va vite enchaîner sur on va continuer, on va rester sur Yuri en fait, qui s'oppose à Adama au cœur du Quorum des 12 en fait, sur la destination que va maintenant prendre la flotte. C'est-à-dire que il y a une destination évidente, il faut aller sur Boralus. Il y a de la bouffe, il y a du carburant, il y a tout ce qu'il faut, il faut aller sur Boralus. Adama lui il dit non. Non. C'est sûrement un piège. Voilà, c'est la destination évidente, donc c'est pas là qu'il faut aller. Puisque les Cylons nous attendent là-bas, c'est sûr. Et c'est vrai. Enfin, il a raison. C'est logique, quoi. Raison. Mais oui. Mais non, Yuri, lui, il voit pas, il y a pas de problème. Démerdez-vous. Et en même temps, s'il pense qu'à sa personne, il n'y a peut-être pas vraiment de problème non plus, parce qu'il va sûrement envoyer des autres personnes que lui chercher ce qu'il faut en vivre. Puis s'il y a des morts, il s'en fout, lui, il sera toujours plus ou moins à l'abri. Donc, je pense qu'il n'a pas trop de compassion non plus pour son peuple. Hein. Clairement pas. Non, ça n'a pas l'air de le préoccuper des masses. Non. Exact.
Et la suite de la scène va démontrer à quel point il se préoccupe assez peu des autres, puisque Apollo va intervenir dans la conversation. Et dire ok, moi j'ai un plan, on peut prendre un raccourci, si on passe par la nova de Magadon, on peut aller directement sur Boralus sans faire de détour et sans perdre trop de temps. Et sauf que Adama sait bien que c'est un chemin qui est complètement miné par les Cylons. Donc lui, il est totalement en désaccord avec ça. Et Apollo dit non, c'est bon, je trouve 2 volontaires pour y aller avec moi, on démine le passage et on passe. Et là, cet enfoiré de Yuri, il dit ah oui, c'est un bon plan, ouais, allez-y, faites ça. Et Adama est pas d'accord des masses. Hein. Après, c'est peut-être parce que c'est son fils. Ouais. Et après, il s'y range. Non, c'est pas parce que c'est son fils. Il l'explique plus tard dans une scène où il est en face à face justement avec son fils. Oui, exact. Ça, c'est une scène importante. Tu veux qu'on en parle tout de suite ? Ah oui, vas-y. Oui. Donc, je précise. Ils sont, je pense, dans le bureau ou dans les appartements d'Adama. Ouais. Et il y a Apollo qui arrive et qui commence à discuter avec son père en lui disant mais pourquoi tu m'as pas défendu ? Il fallait lui tenir tête. Il faut pas se laisser faire par Yuri. Yuri est quelqu'un qui réfléchit pas bien, qui ne pense qu'à lui. Il a pas un esprit de dirigeant, quoi. Il est complètement personnel. Et Adama explique à ce moment-là que lui, il a pas envie de rajouter du conflit au conflit. Qui est là actuellement, quoi. Et donc il préfère se ranger auprès de celui qui a le plus de pouvoir ou qui va gueuler le plus fort, parce qu'il veut plus entrer en confrontation avec personne, quoi. En gros, c'est ça. Ouais. Tu l'as compris comme ça ? Oui, c'est clairement ça. Et on sent qu'Adama est un peu, je sais pas, miné. Remonté ? Ouais, moi j'aurais plutôt dit miné. Non, pardon, oui. Adama, il est bon, en même temps, il a quand même pris cher, quoi. Oui, il a perdu ses colonies, il a perdu sa femme, son fils. Ouais. Le Daguide du petit garçon, je ne connais pas encore, mais ce sera bientôt son beau-fils. Son beau-fils, son petit-fils. Son beau petit-fils. Son beau petit-fils, ok, ouais. Ouais, c'est vrai, pardon. J'avais pas l'arbre généalogique comme il faut. Ouais, ça fait beaucoup. Il a plus la force de lutter, quoi. Mais on peut comprendre, il est un petit peu en dépression, le mec. Mais ouais, tout à fait. Ouais. Et je trouve que c'est une scène super intéressante et j'ai été choqué de me rendre compte qu'elle n'est pas dans la version Blu-ray du film. Merde. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Pourtant, c'est une des meilleures scènes, je trouve, qui établit bien, où il y a des discussions intéressantes et je dirais tout à fait, intelligentes. Et c'est vraiment dommage que ce passage-là ne figure pas dans le Blu-ray. C'est très étrange. Et la scène suivante qui concerne Adama aussi, parce qu'on va continuer là un tout petit peu sur les états d'âme du commandant Adama. Donc cette fois avec sa fille Athéna, mais elle ne figure pas non plus dans le film. Ah oui. Elle vient aussi dans les appartements d'Adama. Ouais. Et pareil, quoi, elle veut lui remettre un petit coup de boost, quoi. Ouais. Elle lui demande. Parce qu'elle, ça y est, hein, elle a passé le ça deuil. a l'air d'aller. C'est bon. Ça a l'air d'aller mieux. Elle va se battre, elle est partie, elle va faire son job et puis. Oui. Mais moi, j'adore le début de la conversation quand elle lui demande ça va et qu'il répond un truc du genre vu tout ce qui vient de se passer, je vois pas comment on pourrait répondre oui, ça va. Ouais. C'est pas faux. C'est clair. Mais c'était juste une manière de parler pour enclencher la conversation, quoi, je pense. Ouais. Il est en train de boire, non, à ce moment-là. Ah, j'ai pas fait attention. En tout cas, il boit quelque chose, ça c'est sûr. Ah, alors, c'est possible. Ça c'est sûr, hein, je confirme. Mais je sais pas s'il est en train de picoler ou pas. Ah, écoute, ce serait pas choquant. Il n'y aura rien de choquant à ça. Non. Franchement. Ouais, c'est vraiment dommage que ces deux scènes-là, et il y en a encore pas mal d'autres qui ont été coupées, qui font partie des scènes coupées, mais qui globalement racontent la même chose. C'est vraiment dommage que ces scènes-là ne figurent pas dans la version cinéma. Je trouve qu'elles approfondissent vraiment bien les personnages. Ouais, puis ça explique aussi certaines... Enfin bon, de toute manière, il n'y a pas de scène inutile. Hein. C'est rare qu'il y ait des scènes inutiles. Il les coupe pour peut-être des respects de temps.
Souvent, de temps ou de rythme, oui, des choses comme ça. Je sais pas, hein. Mhm. Mais Adama, on l'a pas dit clairement, mais Adama veut démissionner. C'est quand même pas rien. Il veut plus, quoi. Ouais, s'il y a quelqu'un qui veut prendre sa place, il la donne avec plaisir, quoi. Il est en train vraiment d'assumer son rôle à contre-cœur. Ouais. Ouais, il nous fait une grosse déprime. Ouais, il peut. Hein. Il a droit. Ouais. Et ça se passerait bien s'il y avait quelqu'un... Enfin, ça se passerait bien, une déprime. Il pourrait avoir cet état dépressionnaire un peu comme ça, ça pourrait passer. Mais le problème, c'est que la personne qui prend le dessus, c'est Yuri. Et Yuri, c'est vraiment pas quelqu'un qui peut diriger les survivants, quoi. Il est un peu à l'ouest, un peu à chier. Et Apollo lui explique dans cette scène qui est donc coupée qu'il faut pas qu'il lui laisse cette place, justement, qu'il faut qu'il lui tienne tête parce qu'il est mauvais en ce moment. Et Adama lui explique que avant, à l'époque de la grande reconstruction désolé, je ne sais plus quelle planète, il était génial, c'était un architecte, un constructeur, il avait de l'ambition, il avait des belles idées, il se donnait pour les gens, et puis il est devenu con, quoi, au fur et à mesure. Ouais. Bon, en gros, c'est ça qu'il explique, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc on a un état général de Adama, son fils et sa fille. Et puis, hop, la scène passe à autre chose. On retourne voir Starbuck, quart en quart. Bah oui, parce que on l'a pas dit, mais les volontaires qui vont rejoindre donc Apollo pour aller déminer le passage, c'est un peu des volontaires obligatoires. Hein, ça tombe sur Starbuck et Boomer. C'est une scène qui me fait rigoler d'ailleurs, que j'aime bien. Quand ils essaient de se barrer et que Apollo les retrouve et dit je vous cherchais. Bon, ils savent en fait quand ils disent on va trouver des volontaires, il y a Starbuck qui fait je suis sûr que je serai volontaire, quoi. Oui, c'est ça. Ça veut bien dire moi après voilà, c'est l'équipe, c'est un peu l'équipe de choc de la série, donc ça se comprend. Tout à fait. Donc, comme c'est un petit peu une mission suicide, on va assister là au dernier rencard entre guillemets de Starbuck qui en profite pour aller fricoter avec Cassiopée et pour l'emmener, pour lui en mettre plein la vue. Il l'emmène voir son beau chasseur Viper. Et ça marche, mais elle est plus entreprenante que lui. Pour le coup. Et donc, en super homme, macho et fier, il allume un gros cigare. Cigare qu'il a régulièrement, d'ailleurs, tout au long de ce film. Et d'après ce que tu m'as dit, ça va être également le cas dans les épisodes suivants. Ah, c'est un élément indissociable de Starbuck. Alors, stop, pause. Je voudrais bien savoir qui a décidé qu'un cigare dans la bouche d'un homme, c'était sexy ou attirant. Y a-t-il quelque chose qui pue plus que ça ? Est-ce qu'on peut avoir plus mauvaise haleine, à part en ayant mangé un renard crevé, fumer un cigare à longueur de temps, hein, c'est même pas tirer une bouffée ou quoi. Non, il est constamment avec ce cigare dans la bouche, mais je voudrais jamais embrasser ce mec. Et Cassiopée est super attirante et super chaleureuse, voilà. Et au moment où elle va l'embrasser, il a même pas le temps de cracher la dernière bouffée de fumée. C'est vrai. Putain, sérieux, je pense qu'elle est payée cher pour jouer cette scène, j'espère, je lui souhaite. Je lui souhaite aussi, c'est vrai. Oh mon Dieu. Alors je peux répondre... Voilà. Ça pourrait être une très jolie scène où tu dis ils sont amoureux. Moi je pense juste mais Berk. Voilà, désolé. Eh ben, figure-toi que tu étais loin d'être la seule à penser ça. Alors, je peux te faire une réponse en plusieurs parties. Ah, merci les gens. D'une part, il se trouve que le scénario a été écrit donc par Glenn Larson, le créateur de la série, avec un Starbuck qui fume le cigare. C'est comme ça, il y tenait, je me demande pas pourquoi, j'en sais rien, c'est comme ça qu'il avait conçu le personnage. Bon, Dirk Benedict... il était dessiné comme ça dans le storyboard. Ah oui, voilà, complètement. Ouais, ok. Et le casting de Dirk Benedict dans le rôle de Starbuck a été un peu... il y a un petit lien avec ça parce que, et ça je trouve que c'est une info très surprenante, mais il se trouve que Dirk Benedict fume, il est toujours vivant, fume le cigare dans la vie réelle depuis l'âge de 10 ans. Et il est toujours pas mort.
Non, il n'est pas mort. Il crapote alors, d'accord. Ah bah oui, ça se crapote d'ailleurs, le cigare. Il me semble, plus ou voilà, moins, hein. c'est Ouais. bon alors. Il a Ok. raison, le mec. Donc, ça collait. Et par contre, la chaîne de télévision ABC qui diffusait Galactica, à l'époque, était complètement d'accord avec toi et se disait non, on peut pas avoir un personnage qui est censé être un peu le sex symbole masculin de la série, qui fume des cigares à longueur de temps, alors que tout le monde sait bien que c'est un repoussoir pour les femmes, quoi. C'est pas possible. Et ils ont vraiment, ils se sont engueulés pas mal de fois avec Glenn Larson à ce sujet, et ils voulaient retirer les cigares de la série. Et Glenn Larson voulait rien savoir, voulait lui que Starbuck puisse continuer à fumer le cigare. Pour lui, c'était un élément indissociable de Starbuck. Et ça a été à tel point que, d'une part, ABC a commencé à menacer de virer Dirk Benedict et donc de supprimer le personnage de Starbuck. Ah ouais Ouais, ça a été jusque-là. Et ça s'est su dans le public à tel point qu'il y a eu un espèce de mouvement populaire dans les États-Unis où beaucoup de femmes se sont mobilisées et ont envoyé à la chaîne de télévision ABC, ont envoyé des masses de cigares en disant nous ça nous plaît, on veut que Starbuck puisse continuer de fumer le cigare dans la série. Ok, bah dis donc. Voilà. Oui, tu t'attendais probablement pas à cette conclusion. Pas du tout. Et du coup, il s'en sort bien, Starbuck. Redis voir son nom, l'acteur, c'est Dirk Benedict. Voilà, il s'en sort bien parce que dans la série suivante, il est dans l'agence touriste. C'est pas lui qui fume le cigare. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais il était très content de pouvoir fumer des cigares, en tout cas sur le tournage de Battlestar Galactica, puisque c'était de toute façon un fumeur de cigares. C'est ce que tu disais, oui, au départ. Ok. Donc voilà. J'ai encore une chose sur cette scène. Un élément que je voulais mentionner, que j'ai jamais lu nulle part et que je trouve très bizarre, c'est que Cassiopée porte une robe rouge dans toute cette partie, enfin dans tout ce téléfilm, une belle robe rouge, et j'ai toujours pensé que dans la version réimaginée de Battlestar Galactica dans les années 2000, il y a le personnage de numéro 6 qui porte une robe rouge dans pas mal d'épisodes et aussi sur pas mal de visuels promotionnels, et j'ai toujours pensé que la robe rouge de numéro 6 était une référence à la robe rouge de Cassiopée. Voilà, mais c'est une info que j'ai jamais trouvé confirmée nulle part. Ce que je trouve un peu surprenant, mais bon, voilà. Je voulais le dire là. Écoute, je verrai quand je serai en train de regarder la suite. Ouais, c'est pas la même robe, hein, c'est pas exactement la même, mais c'est quand même une robe rouge sur une belle blonde avec un dos dénudé. Enfin voilà, il y a des points communs, donc je sais pas. Moi, j'ai toujours fait un rapprochement, mais bon. Bon, c'est possible, hein. Et donc, ils s'embrassent. Ouais. Malgré l'odeur du cigare, ils s'embrassent et ça a l'air de leur plaire à tous les deux. Et là, il lui dit attends, on va quand même se mettre dans un coin un petit peu plus tranquille. Et est-ce qu'il y a, ou c'est elle qui le demande, enfin je sais plus, et est-ce qu'il y a un petit coin tranquille? Oui, il y a une autre, qu'est-ce que c'est? C'est un sas de c'est pas un sas non plus, enfin. Ouais, c'est quelque chose comme ça, parce que là on est clairement sur la piste d'envol du Viper. C'est, je sais pas, c'est une petite alcôve. En gros, c'est ce qu'on est censé comprendre, c'est une petite alcôve sombre, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Ce que c'est exactement. C'est une autre piste d'envol plus petite ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, ils le disent, hein, ils le disent. On l'a juste oublié, mais ils le disent. Et donc là, Athéna commence à discuter avec ses collègues à l'étage ou dans la salle de commande et elle se demande où peut bien être Starbuck. Alors Boomer, lui explique que probablement il vient de faire il est probablement en train de se reposer puisqu'il vient de faire son tour d'inspection de son vaisseau, puisqu'il vient de le voir sur la télé. Vrai. Alors elle dit ouais, ça se tient. C'est genre, elle cherchait une explication, comme si elle était déjà en train de soupçonner un truc. Lui, il lui explique où est-ce qu'il pourrait être probablement, et elle fait explication plausible. Tu vois, elle prend pas ça comme quelque chose de, c'est pas un fait.
Voilà. Ouais. Elle est en train de mener une enquête. Donc du coup, elle dit ok, c'est plausible. Boomer s'en va et elle se dit je vais quand même C'est pas regarder. C'était pas Boomer? Non, c'est le colonel Tai. Ah pardon, j'ai confondu. Et elle jette quand même un œil sur les écrans de contrôle. Elle voit les différents endroits des pistes d'atterrissage et d'envol. Et enfin, elle tombe sur cette petite salle où elle retrouve les deux en train de s'enlacer. Oui. C'est ça. C'est elle ça. est jalouse. Ah, complètement, vu ce qu'elle va faire. Elle est jalouse. Et la musique est aussi à ce moment-là, tu sais, il y a la musique de petit suspense à chaque fois qu'elle appuie sur une vidéo. Elle ne voit rien, plus de suspense, une autre vidéo. Et là, t'as le méga suspense et elle appuie, elle les voit. La musique s'emballe et elle appuie sur le bouton lâcher de vapeur chaude pour qu'ils la prennent en pleine tête, les deux. Surtout lui. Hein. Ouais, elle est très contente de sa vengeance. Ah oui. Oui. Alors, plusieurs précisions au sujet de ce petit passage. Il faut savoir que le film Saga of a Star World était sorti au cinéma dans certains pays, notamment au Canada, avant la diffusion télévisée de Battlestar Galactica. Et cette scène était un tout petit peu différente puisque dans la version cinéma d'origine, Starbuck et Cassiopée étaient couchés et on les voyait couchés et en plus Starbuck était couché torse nu sur Cassiopée. Et quand la chaîne ABC a vu ça, ils ont dit oh là là non non ça on passe pas à la télé le dimanche soir, ça va pas le faire. Non. Et donc ils ont fait retourner la scène avec Starbuck habillé qui est cette fois assis en train d'embrasser Cassiopée et donc dans la scène suivante où il se prend la vapeur, pareil il est habillé. Il se fait brûler, mais habillé et non pas torse nu. C'était trop pour les censeurs de chez ABC. Ils se sont dit ah non, c'est pas possible. Non, c'est trop. Ça ne passera jamais. Ça explique pourquoi dans une scène suivante, alors je sais pas si on en parlera dans cette partie ou si c'est dans la partie 3, mais il y a une scène où justement c'est rappelé, ils sont avec Apollo, Boomer et Starbuck, donc lui. Et il se dandine un petit peu comme ça, et il lui dit mais qu'est-ce que t'as? Et il dit j'ai des brûlures, mais tu vois rien sur son visage, et donc il lui dit un truc du genre je veux pas savoir où t'es brûlé et je veux pas savoir ce qui s'est passé, mais on sent que c'est sous les vêtements, et donc ça expliquerait pourquoi on le voit pas sur son visage, parce qu'en théorie si vraiment il avait été brûlé, sur son visage on verrait allez, à la limite des rougeurs, je sais pas, mais pour que ça le gêne comme ça sous les vêtements, c'est que ça explique qu'à la base, en fait, il était torse nu. Oui, c'est ça. Okay. C'est vrai. Ouais, voilà. Mais je pense que c'est dans la partie suivante qu'on en parlera. Non, ça va être à la fin de la partie qu'on traite aujourd'hui. Ouais. Bon, on en a parlé, voilà. C'est juste avant qu'il décolle pour aller déminer le passage de la Nova de Magadan, en fait. Ok. Et j'ai encore un ou deux petits détails que je trouve intéressants en termes de continuité. C'est Athéna, quand elle vérifie les écrans et qu'elle balance la vapeur sur Starbuck, elle a changé de tenue. Elle est habillée en bleu, comme Adama et le colonel Tai. Même quand elle arrive, hein, je veux dire, quand elle arrive et qu'elle discute avec le colonel, elle est déjà en bleu. Elle a la même combinaison que son père. Tout à fait. Mais de toute façon, elle a une place, elle est gradée dans le... on sait pas justement. Moi, je trouve que c'est pas extrêmement clair parce que dans la première partie du film, elle avait pas du tout cette combinaison bleue. Elle était habillée comme les pilotes. Elle avait la combinaison marron. Mais elle fait quand même partie des. Elle fait quand même partie des gens qui dirigent ou qui pilote entre guillemets le vaisseau. Elle a une place quand même assez stratégique. A priori, oui. Elle est sur la passerelle, elle contrôle les écrans. Je saurais pas dire quel est son rôle précis, hein, mais oui, c'est vrai qu'elle est... En fait, ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'elle est véritablement gradée. Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'elle est sur la passerelle, là où il y a Tai et Adama qui ont la même tenue bleue. Mais
disons, quand on a vu la scène, non, quand on a vu la version cinéma et qu'on n'a pas la scène où elle se change, c'est un peu bizarre qu'au début du film elle soit habillée en marron et que là d'un coup elle soit en bleu. Mais quand on a la scène dont on a parlé tout à l'heure où elle se change, au moins dans la continuité, ça passe. D'accord, ouais. Voilà. Okay. Et il y a un autre détail de continuité que je vais mentionner. C'est un tout petit détail, hein, mais c'est juste au moment où Starbuck va rejoindre Cassiopée dans la petite alcôve sombre. On voit qu'il fait une petite prière. Il lève les yeux et il dit s'il vous plaît, mon Dieu, faites qu'il n'y ait pas d'alerte ce soir. Oui. Voilà. Et c'est juste pour mentionner le fait qu'il dit Dieu au singulier, alors que on est censé, dans la mythologie de Battlestar Galactica, ils sont censés vénérer plusieurs dieux, les dieux de Kobol. Donc voilà, ça c'est juste un petit problème de continuité qui est pas gravissime, hein, mais qui peut faire tiquer. Voilà, rien de grave. J'ai même pas percuté j'ai même pas relevé ça, mais on sait pas encore. Si, on le sait déjà qu'ils vénèrent plusieurs dieux. Non, hein. Je crois que c'est pas dit clairement. Non. C'est vrai que ce sera dit peut-être probablement plus clairement dans la suite de la série. Donc c'est pour ça que moi je tique dessus. Voilà. Donc ils sont réunis tous les trois, prêts à aller déminer le passage. Ouais. La chaleur et la lumière sont tellement intenses qu'ils vont aller faire du déminage à l'aveugle puisqu'ils vont masquer leur pare-brise. On dit comment pour un vaisseau ? Bonne question. En tout cas, ils mettent quelque chose qui empêche les UV de passer et la chaleur de passer, donc ils sont obligés de déminer à l'aveugle. Donc il y a quelqu'un sur un tableau de commande avec un radar qui va leur dire quand tirer et où tirer, parce qu'en fait c'est des mines, quoi. Elles sont juste posées là, c'est pas des gens qui contre-attaquent, c'est juste des mines posées comme des mines antipersonnelles qu'on trouverait sur Terre, quoi. Donc ils sont guidés et ils sont tout contents parce que ils exultent de réussir à enlever toutes ces mines et en même temps ils flirtent avec la mort puisqu'ils ont des chances de les rater et voilà. C'est ça. Mais c'est marrant parce qu'on sent pas trop la pression, on imagine la pression, mais je suis d'accord. Ouais, mais ils ont l'air de partir, de bien se marrer, quoi. Dans le sens victoire, on est les meilleurs, un peu comme ça, quoi. C'est pas dramatique. Nous, quand on regarde ça, on se dit pas ils vont pas y arriver. C'est clairement ça, et j'en reparlerai dans un instant quand on parlera des passages qu'on a préférés et de ceux qu'on a le moins aimés. Pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait dans cette scène. La tension qu'on essaie de nous vendre n'est pas... Non, elle est pas là du tout. Hein. Non, elle est pas là, on est d'accord. Ça fait un peu jeu vidéo, c'est pas mal fait, je trouve ça pas mal fait. Hein. Ça va, ouais. Moi, je me dis que pour l'époque, bon, il y a un espèce de plan radar, il y a des lasers qui sont qui correspondent sûrement à des tirs. Non, ça va, franchement, il y a rien qui m'a dérangé là-dedans, quoi. Juste qu'ils ont vraiment l'air de kiffer le moment, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, ils réussissent, la flotte passe, et voilà, ils peuvent aller en toute sécurité jusqu'à Carillon. Et ça, c'est la partie qu'on traitera dans le prochain épisode Analytica. Est-ce que tu veux faire une petite conclusion des scènes qu'on vient d'aborder ? Alors, une conclusion, il y a une chose que je voudrais dire sur... il y a 2-3 petites choses que je voudrais dire. Par exemple, sur la VF, il y a quelque chose d'extrêmement surprenant dans la VF, c'est l'utilisation du mot « droïde ». Qui n'est absolument pas présent en VO et qui est d'autant plus surprenant que le mot droïde est un mot qui appartient à l'univers de Star Wars. C'est un mot qui a été créé par George Lucas et il s'avère que lorsque les équipes de George Lucas et les équipes qui préparaient Battlestar Galactica s'étaient rencontrées en amont de la production, ils avaient passé un accord
qui empêchait Battlestar Galactica d'utiliser certains concepts ou certains mots, et parmi ces mots, il avait été clairement spécifié l'interdiction totale d'utiliser le mot droïde. Et en VO, ça a été complètement respecté. Mais en VF, voilà, il y avait Star Wars qui était passé. Moi, ce qui me fait sourire, c'est que Star Wars, c'était juste 1 an avant, et pourtant, le mot droïde est déjà rentré dans le vocabulaire courant, et puis. Tout ça était beaucoup moins contrôlé, je pense, à l'époque. Hein. Et surtout en France, quoi. Enfin, Et voilà, surtout en France, c'est ça. Ouais, je pense pas qu'ils s'intéressaient trop à comment est traduit chacun de leurs films. Hein. Ouais. Mais du coup, voilà, ils se sont pas embêtés, ils ont placé le mot droïde plein de fois et ça n'a posé de problème à personne. Mais je pense, il valait mieux pas que Lucasfilm le sache aux États-Unis. Voilà, ça c'était une petite remarque. Par rapport à ça, et je voulais aussi ajouter rapidement quelques scènes coupées dont j'ai pas parlé très rapidement. Il y a il y a une version un peu plus longue de la première rencontre entre Starbuck et Cassiopée où Starbuck initialement refuse l'aide de traduction de Cassiopée, donc ça c'est assez surprenant, mais bon ça sert à rien puisque de toute façon il finit par accepter. Et il y a autre chose qui est important et qui est complètement coupé, c'est de toutes les versions là pour le coup. C'est le fait que Apollo emmène Serena chez le docteur. Tu sais, le même docteur qui va guérir le bras de Cassiopée. Et Apollo emmène Serena là-bas et ils s'embrassent pour de bon, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu s'embrasser quand ils ont donné le Daggit robot à Boxy, mais ils s'embrassent juste voilà quand Apollo emmène Serena chez le docteur, et le docteur va annoncer à Serena qu'elle va bientôt mourir. Et que c'est sûr qu'il n'y a rien à faire, qu'elle a des symptômes qui ne font aucun doute et qu'elle va bientôt mourir. D'accord. Voilà. Ça, on sera amené à en reparler, mais ça a été coupé pour des raisons que j'expliquerai plus tard. D'accord. Ok. Voilà, mais sinon oui, mon avis général sur tout ça, c'est que ce que j'aime bien dans cette partie, c'est on va un peu plus développer, apprendre à connaître tous les personnages et qu'on est axé sur la survie de la flotte, et on a quasiment pas de Cylon. Il y a une seule scène où on voit le leader impérial qui ordonne que Baltar retrouve le Galactica, mais voilà, on est sur un enjeu là qui se détache un tout petit peu des Cylons. C'est vrai. Alors, d'Ivoire, quel est le moment que tu as le plus détesté ? On va commencer par ça. Alors, détester, le mot est un peu fort, mais vraiment, je pense que c'est la fin, c'est le déminage du passage. Je trouve que ça fonctionne pas. Ah ouais. Je vois. Ouais, vraiment, ça me gêne parce que il y a un espèce de sentiment de danger qui pour moi ne marche pas du tout. C'est peut-être une question de montage. Je pense les acteurs font vraiment tout ce qu'ils peuvent, mais dans le montage il y a quelque chose qui fonctionne pas vraiment. Dans la tension du moment, on a plein de plans mais finalement très répétitifs où on voit soit les Vipers, soit les mines qui explosent. On voit jamais les deux dans le même plan. Bon, c'était très compliqué à faire pour l'époque. Et je sais pas, on les sent. Tu vois, il y en a même pas un qui va se rapprocher d'une mine qu'un autre va faire exploser. Il y a rien, tu sais, qui pour essayer de faire encore plus monter la tension. Et en plus, je trouve la résolution est assez rapide et on va vite passer à autre chose. Et voilà, c'est pas une énorme déception, mais vraiment, je trouve que la scène fonctionne pas comme elle devrait. Et puis toi, t'adores les scènes avec les vaisseaux de toute façon. C'est ça. Et donc je pense t'attends que ça. Et tu es frustré parce que tu attends que ça. Mais clairement. Oui, il y a de ça. Je pense qu'il y a vraiment de ça. Mm-hmm. Ouais. Et toi, quel moment Le moment que j'ai détesté, c'est clairement la scène avec l'enfant. Ah ouais. Ok. Voilà. Et la pauvreté du caractère de Serena que je trouve elle a une espèce de position de femme victime faible, en besoin d'aide, voilà. Donc cette scène ne me fait rien ressentir à part j'ai envie de la secouer, quoi. Mais voilà. Et donc admettons qu'il fallait que ça se passe comme ça. Ok. Notamment pour la suite de l'histoire. Mm-hmm. Et puis du coup, le moment préféré,
Alors, le Ouais. moment préféré pour ma part, c'est la scène coupée. Je savais pas que c'était une scène coupée, donc moi j'ai la version où j'ai ces deux scènes justement avec Apollo et son père et Ouais. la fille et son père. Et Athéna et son père, ouais. Merci. Et en fait, j'aime beaucoup l'échange parce que Apollo dit, j'ai noté la phrase, donc je vais vous la lire. Vivre dans le passé est une grave erreur. Il dit ça à son père, juste au moment où son père dit que oui, mais Yuri, il était bien avant, et maintenant c'est plus le cas. Mais avant, c'était vraiment quelqu'un de bien. Et il lui dit non, mais vivre dans le passé, c'est une grave erreur. Et là, il sort. Le déclin et la corruption sont engendrés par le défaitisme ainsi que l'inaction. Et en fait, c'est pas vraiment ce qu'il dit qui me plaît, c'est que le mec soit capable de sortir une phrase comme ça. Ouais, dans une conversation. Ok. C'est fluide. Moi, je dis respect. Ouais. Voilà. Donc, j'ai vraiment bien aimé. Et du coup, j'ai fait... j'ai remis 10 secondes en arrière. Attends, tu peux me redire ce que tu viens de dire là ? Encore une fois, je vais la noter. D'accord. Ça, c'est pas possible. On est d'accord que si on est humain, on n'est pas capable de faire une phrase comme ça sans y avoir réfléchi avant. Les grands leaders. Ouais, les grands leaders, c'est Apollo. Hein. C'est un gars qui conduit un vaisseau. C'est un soldat. Oh là, attends, oh la vache. Je suis méchante. Je suis méchante parce qu'en plus, j'ai dit que cette scène, je l'aimais beaucoup. Non, vraiment, j'aime bien quand justement quand tu as 2-3 phrases comme ça où tu peux prendre le temps de t'arrêter dessus et commencer à réfléchir. Là, je me dis, on tient peut-être quelque chose. C'est vrai que c'est une belle phrase. Vivre dans le passé est une grave erreur. Le déclin et la corruption sont engendrés par le défaitisme ainsi que l'inaction. Non, c'est classe. J'aime bien. Il faut l'avoir pensé. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que dans cette scène, il y a un moment où les échanges, ce ne sont presque que des proverbes. Je veux pas jouer avec le feu, oui, mais il faut peut-être pas attiser le feu, oui, mais il faut peut-être éteindre le feu. Enfin, il parle pas vraiment des choses qui se passent, mais il y a plein de sous-entendus et plein de petits... voilà. Non, mais c'est bien de dire que cette scène est la meilleure pour moi, parce que c'est celle qui est coupée, donc il y a plein de gens qui ne sauront pas du tout de quoi on parle. Bah, ça dépend de la version qu'ils ont, effectivement. Mais ils ont qu'à avoir la bonne. Hein. Si vous l'avez pas, vous la demandez à Draven. Mais attends. Quoi, non? Je suis pas distributeur. Ok. Mais vous la donnera pas. Bah, probablement pas. Enfin, je sais pas comment en même temps, sauf en ayant de graves ennuis avec la justice. Sinon, je sais pas comment faire. Mais ok, je suis content. Attends, si je sais. On peut la reconstituer. On la reconstitue avec nos voix. Il y a que 2 personnes à chaque fois. Je fais la fille, tu fais le papa, puis après je fais Apollo, tu fais le papa. Alors, j'ai pas tous les dialogues en tête, mais oui, on peut essayer. On refait les dialogues, on fera une petite capsule, on fait un épisode suivant, juste la petite capsule, des scènes coupées, on rejoue les scènes. Ça, c'est une super idée. C'est une super idée. On n'a qu'à dire qu'on laisse cette idée à côté dans une boîte et qu'on n'ouvrira peut-être pas la boîte. Ça marche. Ça marche. Il vaut mieux pour tout le monde, je pense. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais ça reste une bonne idée. Bon, bref. N'importe quoi. Ça pourrait être un concept de nouveau podcast. Tout à fait. Bon, n'importe quoi. Le podcast des scènes coupées, revues et rejouées par toi et moi. Qu'on rejoue nous. Ouais. C'est bien. Quelle était ta scène préférée ? Ma scène préférée, je vais avoir l'air tellement con par rapport à tout ce que tu viens de dire, de très beau. Ma scène préférée, c'est quand Athéna brûle vif Starbuck. Parce que ça me fait rire. Alors oui, et j'en aurais rajouté un petit peu, moi. Moi, je serais descendue. Hein. Ah ouais, oh la vache. Oui. D'accord. T'es pas mort par la vapeur, je t'achève. Non, j'exagère. Il doit partir en mission pour sauver la flotte quand même, derrière. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle s'emmerde avec un mec comme ça ? Ah bah des fois, ça se contrôle pas, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ouais. Et elle devrait prendre Boomer. Boomer, il a l'air gentil, il a l'air droit. Boomer, c'est un personnage extraordinaire. C'est un personnage effectivement extrêmement droit et qui a pas le côté un peu chiant que peut avoir parfois Apollo. Et effectivement, le pauvre Boomer, il va être un peu laissé de côté
Ouais, c'est un peu... Ouais, il suit, il est toujours d'accord, il a pas l'air trop con. Enfin, voilà. Ah non, largement il s'est fait pas. chier, Non, quoi. Boomer. Je sais pas pourquoi il s'est fait chier. Il fume pas le cigare. Appelez-moi le scénariste. Ok. Bon. Effectivement, Boomer est malheureusement pas un des personnages principaux de la série. Et d'ailleurs, ce que je peux aussi peut-être préciser là, c'est que même Starbuck et Cassiopée, à ce stade-là de l'écriture, en tout cas de la saga, n'étaient pas non plus considérés comme des personnages principaux. Hein. Le couple phare de la saga, ça devait être normalement Apollo et Serena. Et Athéna aussi, comme je le disais, qui devait avoir pas mal d'importance dans la série. Et alors que Cassiopée n'était pas censé revenir après le téléfilm pilote, et Starbuck, lui, était censé vraiment être juste un petit personnage secondaire, très très secondaire, un peu comme Boomer en fait, pas plus que Boomer, quoi. Et tout ça a été un peu modifié en cours de route, on en reparlera. Ouais, certainement en fonction des retours du public. Même avant en fait, c'est la chaîne de télé, quand ils ont vu à quoi ressemblaient les premiers épisodes, ils ont dit lui on garde, elle on garde, elle non, elle on va un peu la mettre de côté. Enfin voilà, tout ça a été, c'est plus la chaîne qui a choisi ça en fait. Ok. Et donc on arrive à la fin de cet épisode. Nous avons donc bien résumé toute cette partie de film qu'on a vu et décrypté, et nous arrivons aux 3 questions. C'est l'heure de mon interrogation surprise. Ouais, pas surprise, puisque mais je ne connais pas les questions. Ouais, c'est l'heure de l'interro. Il y a un jingle pour l'interro ? Ah bah oui, il y a la musique, tu l'entends pas ? Mais si, quelle école. Mon Dieu. Et tu fais un podcast avec elle ? Putain. Oh le boulet, je sais pas comment tu fais. J'ai pas dit ça. J'aurais viré, moi. Bon, les questions. Alors... Tu sais, il y a 3 niveaux de questions. Je vais le réexpliquer à chaque fois, hein, mais on va aller du facile au très difficile. Voilà. Et vous pouvez jouer, bien sûr. Effectivement, c'est le but. Donc je ferai exprès de traîner pour donner la réponse. Je ferai exprès de ne pas trouver la réponse, juste pour vous faire le plaisir de vous pouvoir la trouver. Chez vous. Voilà. Et chez vous, un indice. On y va. C'est extrêmement gentil de ta part de laisser comme ça le temps. Ah mais moi c'est ça, moi je ne trouve pas les réponses simplement pour faire plaisir à ceux qui nous écoutent. C'est uniquement pour ça, d'accord. Ouais, c'est pour ne pas frustrer les gens. C'est très important, très important. Non, mais c'est bien. Alors première question, tout au début de ce qu'on vient de mentionner là, combien de soleils sont visibles dans le ciel de Caprica? Tu sais, la scène avec Baltar et les Cylons. Putain, mais qu'est-ce que j'en sais? Mais je regarde pas ça, moi. 3? Non. Ça, c'est la question facile. Ah oui, ça, c'est de loin la plus facile. Eh ben, il y en a 12. Non. 12 planètes, 12 soleils sur chacun. Non. Ok. Non, il y en a 2. Oh, putain. Je le savais. Oui, je sais. Ok, il y en a 2, pourquoi? Pourquoi j'ai une vague idée, hein. C'est parce que 1 an auparavant, dans Star Wars, dans le désert de Tatooine, il y avait 2 soleils aussi, et je pense qu'ils n'ont pas été chercher trop loin, ils ont foutu 2 soleils parce que ça faisait bien, quoi. Ok. Voilà, c'est l'explication la plus plausible. Mais j'ai pas fait attention à ça. Bon. Ah ben, c'est un peu l'idée de mes questions, hein. Je vais aller dans des détails à la con, évidemment. Deuxième question, un peu plus difficile. Quel est le nom de la secte de Gemenon qui voit les socialisatrices d'un mauvais œil? Alors c'est dit dans l'épisode, et oui, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, tu l'as dit tout à l'heure. On laisse quelques instants, hein, parce que je sais que c'est ce que tu fais. On laisse quelques instants à nos auditeurs. Oui, c'est pour ça que j'attends. Oui, voilà. C'est bien. Je serais presque tentée de me remettre sur le film pour aller juste pour donner la réponse, mais ça va être trop long de trouver. Ouais, il faudra remettre le son. Ce serait juste un truc visuel, je pourrais, parce qu'il est déjà en route, mais là c'est avec le son, ça va pas le faire. Donc, je ne sais pas. Et tu jubiles et tu nous donnes la réponse. Alors, je ne jubile pas du tout. Si, un peu quand même. Pour qui tu me fais passer? Il s'agit de la secte Otori.
Mais bien sûr. Non, mais je vais pas dire à chaque fois que je le savais, c'est pas vrai, je m'en souvenais absolument pas. Ok, troisième question. C'est la difficile. C'est de loin la plus difficile. Excellent. Je la qualifierais même presque d'impossible. Ok. Parce que la question est simple, hein, c'est comment appelle-t-on les cigares dans l'univers de Battlestar Galactica? Okay. D'accord, j'en ai aucune idée. C'est une question très difficile parce que ça n'est jamais dit, il me semble, dans les épisodes. C'est pour ça que voilà, je considère que c'est une question quasi impossible, à moins d'avoir lu des tas de conneries comme moi, à moins d'avoir consulté, épluché les fiches wiki de la série. Je laisse encore quelques instants, hein, je meuble là. Ouais, mais je vois pas du tout pourquoi ils sont allés chercher un autre nom que le mot cigare, quoi. Enfin, pourquoi est-ce qu'ils ont été chercher un autre nom que le mot chien, que le mot minute, ouais, que le mot... Ouais. Alors vas-y, dis-nous ce mot. Alors ça s'appelle un fumarello. Un fumarel. Fumarello, avec un O. Fumarello. Ouais. Okay. Ce que je trouve pas mal, c'est un joli mot. Et puis c'est assez parlant. T'es pas objectif, t'adores les lexiques. Oui, c'est vrai, j'adore ces conneries-là. Oui. Alors, par contre, ce que je vais mentionner, il y a un petit truc intéressant, c'est que dans la série réimaginée des années 2000, les cigares, parce qu'il y en a aussi, ne sont jamais désignés sous le nom de fumarello. Mais par contre, il y a un épisode, tout au début de la série, dans le deuxième épisode, l'épisode Water en VO et l'eau en VF, où on nous explique que les cigares sont faits des feuilles d'une plante qui s'appelle la fumarella, des feuilles de fumarella. Donc ça en fait une petite référence discrète à la série, au fumarello de la série originale. Voilà. D'accord. D'ailleurs, j'avais une interrogation par rapport à cette gestion de l'oxygène. Oui. Parce que, si, à la limite, si j'ai ma réponse. Parce que quand ils vont recharger leur vivre, leur eau et leur carburant, bah forcément, ils se rechargent aussi en air. S'il y a de l'eau, il y a de l'air. Enfin, peut-être pas. Mais en tout cas, ils ont l'air de se poser jamais la question, en fait. Non, mais pour aller plus loin sur ce que tu es en train de dire là, quand ils sont par exemple dans leur Viper, si tu regardes bien le casque, ce joli casque, oui, il n'a pas de vitre. Il a pas de visière, ça n'a aucun sens. Donc, soit il y a un générateur d'oxygène dans le Viper, mais alors quelle est l'utilité du casque du coup? Pour se protéger en cas de choc. S'ils font toc contre les côtés, ça jamais. C'est comme le casque en vélo, tu sais, ça te sauve la vie. Ouais, c'est vrai. Le pire, c'est que c'est probablement quelque chose comme ça. Parce que le Viper a quand même cette façon de décoller très spécifique où il a une accélération très brusque c'est un départ arrêté avec une grosse accélération. Et dans certains plans, on voit que la tête du pilote recule et c'est pour pas qu'il se cogne. Sûrement. Mais il est probable qu'au départ, ils aient mis une visière, à ce casque, ou une vitre même, ça peut être bien. Et qu'avec les caméras et tout, ça faisait trop de reflets, et ils ont dit on enlève. C'est pas impossible qu'il y ait eu cette réflexion. Il y a des petits néons, style guirlande de Noël, tu sais. Ouais. Sur le casque égyptien. Guirlande de Noël. Mais oui, la gestion de l'air est assez obscure pour moi. Ouais, mais ils s'embarrassent pas trop de ça dans la série originale. Non, mais ça aurait peut-être fait trop de choses. Oui. Peut-être pas, faut y aller doucement. Ouais. On découvre la SF, quoi, à ce moment-là. C'est je sais pas si on la découvre, mais on s'embarrasse pas trop de tout ça. Ouais, voilà, quoi. En fait. Le but, c'est vraiment de faire une série familiale. Oui, puis c'est du divertissement, peut-être avant d'être quelque chose qui a besoin d'être scientifique, entre guillemets, quoi. Tout à fait. On n'est pas en train de regarder... voilà, c'est important, je voulais citer un film. Donc j'ai oublié bien sûr le nom. D'accord. Je peux pas t'aider puisque je ne sais pas ce que c'est. Bien sûr. Oui, on n'est pas en train de regarder Gravity où on va décortiquer tout ce qui est plausible ou pas plausible. Il faut que ce soit exactement notre réalité scientifique. Bon, là, on s'accorde de plein de détails pour que ça soit dessus, quoi.
Et donc voilà, bah écoute, moi j'ai vraiment aimé l'interro. Ok. Faudra qu'on reparle des questions d'ailleurs, plus tard. D'accord. Ouais, en off, j'aimerais bien. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on dise au revoir à tous les gens qui nous ont écoutés? Non, c'est bon pour moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais mentionner. Alors merci. Merci à vous qui écoutez le 2e épisode où je suis présente. Et puis, vous connaissez peut-être déjà mieux Draven que moi. Vous avez remarqué à quel point il savait tout. C'est énervant. Oui, non. Nos auditeurs sont d'accord avec moi. Tu es énervant à toujours tout savoir, mais c'est pour ça qu'on t'écoute. Et qu'on aime bien t'écouter. Merci. Parce que oui, moi aussi, j'écoute les autres épisodes pour compléter tous les détails que je n'ai pas sur cette série que je découvre. Donc, je vous conseille d'aller regarder ce que vous n'avez pas encore vu et voilà, ou simplement de nous écouter pour avoir l'épisode décortiqué. Si ça vous suffit, pourquoi pas. En attendant, vous retrouverez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et puis vous nous retrouvez également sur Twitter. Il y a un compte Galactifrac. C'est ça, c'est le nom de l'émission. Alors, GA... Oh putain, c'est compliqué. J'aurais dû choisir un autre nom. Je suis désolée, mais c'est pour le compte Twitter et il faut que tu le payes. Non, c'est vrai. Alors, GALACTIFRAK. Voilà. Galactifrac. Voilà, comme l'émission. FRAK, pas CK. Hein. Non. Voilà. Toi, sur Twitter, c'est Draven. Est-ce qu'on peut aller discuter avec toi ? On peut aller discuter avec moi, effectivement, c'est Draven. Alors, le compte, c'est @DravenHardRock, DRAVENARDROK. Si vous avez effectivement des questions, des commentaires, n'hésitez pas à venir discuter. Tous ces comptes servent à ça. Et toi, on te retrouve aussi sur Twitter ? Eh ben oui, mon compte, c'est @Kikrine, c'est KIKRINE. Voilà. Okay. Super. Venez discuter avec nous. Et puis je pense qu'on a fait le tour 3 fois de la conclusion. Alors on va dire au revoir une dernière fois. Au revoir tout le monde. À bientôt. À bientôt. Ciao.